Le ministre malien des Affaires étrangères, qui est connu ces dernières années pour le travail remarquable qu'à la tête de la diplomatie malienne et sous l'inspiration du leader du Mali, le président Assimi Goïta, il a abattu, n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas mâché ses mots lors du forum qui s'est tenu en Belgique, en présence des principaux représentants diplomatiques des pays occidentaux. Il a tenu un discours de vérité qui a profondément et positivement ému les Africains. Et je voudrais vraiment que l'on écoute ce qu'il a dit. C'était une allocution remarquable. Abdoulaye, vous l'entendrez, Abdoulaye Diop. Je lui donne la parole. Ça dure environ 9 minutes. Ça vaut la peine d'être entendu parce que je pense que certains d'entre vous n'avaient pas entendu ce que le ministre a dit devant le panel du forum de Crans-Montana. Le forum de Crans-Montana. L'allocution se trouve sur la page YouTube de l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Et je vais la prendre tout de suite. Je vais vous mettre un maximum de volume. Comment diviser votre facture d'électricité? On va écouter ensemble. En installant des panneaux solaires. Oui, je pense qu'il faut y croire. Il faut y croire. Je ne veux pas aller dans 1000 chemins. Ouais. Nous-mêmes, au Mali, après le coup d'État, on a été approché par un pays dont je vais taire le nom ici, mais si on insiste, je peux le dire aussi. Je n'ai pas peur. Faut dire. Pour nous dire, écoutez, de combien de mois de transition vous avez besoin pour qu'on dise à la CEDEAO de vous foutre la paix? Contre une orientation qu'on nous voulait, qu'on n'a pas voulu prise, qu'on n'a pas voulu prendre. Jusqu'à présent, on est en train de payer le prix. Ça, c'est juste pour vous donner juste un élément pour réfléchir. Moi, je pense que si on parle aussi d'intégration... J'interromprai de temps en temps mon frère, monsieur le ministre, pour agrémenter ce que nous entendons. Bon, je crois que vous n'avez pas besoin de chercher le pays qui a dit ça au Mali, non? Vous cherchez le pays qui a dit ça au Mali? Bon, c'est pas compliqué, hein? C'est le pays du général Didier Castres. Didier Castres. C'est les mêmes pipes, même tabac là, qui croient toujours manipuler les affaires africaines à la place des Africains. Monsieur le ministre, continuez. Je crois qu'Aurélien Agbenossi en a parlé tout à l'heure. Nos pays ont fait près de 10 ans en train de lutter contre l'insécurité. On tuait nos gens par centaines, par milliers. On n'a pas senti la région. C'est vrai qu'il y avait les Nations Unies, mais l'Afrique a délégué. Ça, c'est notre responsabilité. Je ne blâme pas les Nations Unies qui sont venues où il y avait beaucoup de nos frères, mais l'Afrique a délégué sa responsabilité aux Nations Unies, qui a des limites institutionnelles pour nous aider. Et on n'est pas venu. Comment vous pensez que les populations maliennes, 10 ans, ont été tuées, massacrées par dizaines, par centaines, par milliers? On ne voit personne. Et subitement, il y a un chef d'État qui est entre les mains des gens, on trouve les moyens. La vie humaine, c'est quoi? Ça aussi, on peut se poser ce type de questions, quelle que soit l'importance d'un chef d'État. Bon, je m'arrête là. D'abord, maintenant, on a une deuxième idée qui est très intéressante. Depuis 2011-2012, les Maliens meurent. Les Burkinabés meurent. Ils meurent par centaines, par milliers. Les Nigériens meurent par centaines, par milliers. Au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, par centaines, par milliers. Al-Qaïda et l'État islamique font des morts. Ils n'ont pas trouvé les moyens de monter rapidement une force d'intervention rapide pour combattre les criminels terroristes qu'ils avaient armés en Libye pour tuer Kadhafi, parce que Kadhafi voulait instaurer une monnaie qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Ils n'ont pas monté une force. Mais dès qu'il y a un chef d'État qui tombe, qui? Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, là tout d'un coup, ils ont de quoi organiser une guerre. Le ministre malien souligne cela. Est-ce que ces populations qui ont été tuées méritaient d'être tuées ou leur vie humaine ne vaut rien? Et ça, on voit ça aujourd'hui encore. La vie humaine en Ukraine n'est pas la vie humaine au Sahel. Là encore, je vais mettre en cause nos amis de l'Union européenne, des anciens amis, où quand on se battait, on a négocié, vous et moi, avec d'autres de vos collègues pendant des années au Sahel. Il y avait la mission européenne de formation, il y avait ECAP, il y avait des militaires européens. On dit, aidez-nous. Ils étaient en train de former nos gens, ils investissent des centaines de millions d'euros. On a dit ce que nous voulons, c'est train and équipe, former et équiper les gens. Mais les militaires maliens qui étaient engagés dans les formations européennes devaient amener leurs propres munitions. Et on nous a toujours dit que l'Union européenne ne donne pas d'armes létales.
Et ce qu'on donne en Ukraine, ce n'est pas des armes létales? Arrêtons-nous là. Les gens combattent contre des terroristes, des criminels terroristes de la pire espèce, Al-Qaïda et État islamique. Vous prétendez les aider à les combattre, mais vous refusez de leur donner des armes. Et vous dites que vous ne devez pas leur donner des armes létales, c'est-à-dire des armes qui tuent. Donc, en fait, il faut caresser les terroristes. Les terroristes tuent nos populations et nos soldats, eux, ils doivent aller les caresser. Oh, gentil terroriste, tu as failli mourir, c'est pas bon. Oh là là, je vais te donner une petite gifle, c'est tout. L'ambassadeur Abdoulaye Diop pose la question de savoir pourquoi l'Afrique doit combattre les terroristes avec des éponges, avec des chiffons, alors que quand c'est l'Ukraine qui doit combattre la Russie, on est prêt à lui donner bientôt même l'arme nucléaire. Pourquoi? Mais parce que les Africains sont considérés comme des sous-hommes. C'est le racisme impérialiste et colonial. C'est le racisme négrier qui explique la différence de traitement entre les Africains et les Ukrainiens. Quand l'Ukraine est en guerre, on lui donne tout parce que l'Ukraine est blanche. Quand l'Afrique est en guerre, on ne lui donne rien parce que l'Afrique est noire. Et que certains pensent que parce que quelqu'un est noir, il est inférieur à quelqu'un qui est blanc. Voilà la réalité du terrain. Ne nous mentons pas. Continuez, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut mieux que la vie d'un Sahélien? Voilà. 2 poids, 2 mesures. Subitement, il y a la guerre en Ukraine. Subitement, les armes létales sont autorisées. Et les Sahéliens qui sont morts par milliers, qui a ça sur la conscience de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire, et de venir aujourd'hui accuser le Mali de dire oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça. Oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Parce que la Russie n'a colonisé aucun pays. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Très bien, on parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes qui ne sont pas parties. C'est propre. Maintenant, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes d'État. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. Ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Très bien. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Astaghfirullah. Et subitement, en Ukraine, vous vous rendez compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Donc, je pense que quand on fait ce genre de comparaison aussi, il faut qu'on se dise, non, nous, on n'est pas dans ça. Avec chaque... Non, je m'arrête là. Excusez-moi, monsieur le ministre. Oui, ils veulent poser sur la même balance la présence française en Afrique et la présence russe. Mais est-ce que les Russes ont commercialisé les nègres pendant des centaines d'années? Non. Est-ce que les Russes ont levé des armes pour venir nous agresser et nous soumettre à leur modèle et nous imposer leur langue, leur religion, leur monnaie en Afrique? Non. Est-ce qu'ils nous ont massacrés pour nous imposer? Est-ce qu'ils ont déporté nos chefs? Comme on déporte les néo-calodiens, les chefs kanaks? Est-ce qu'ils nous ont déportés en Russie? Non. Non, écoutez, est-ce que les Russes ont organisé en Afrique 100 coups d'État? Est-ce qu'ils ont tué des dizaines de dirigeants africains? Certains comme Moumié par empoisonnement au thallium à Genève le 3 novembre 1960. Non. Mais pourquoi voulez-vous que les Africains posent sur le même pied d'égalité la présence russe en Afrique et la présence française? La présence russe n'est pas négrière, la présence française l'était. Et il n'y a toujours pas eu de réparation pour les crimes négriers. La présence russe n'est pas coloniale, la présence française l'était. La présence russe n'est pas marquée par des déportations, des massacres de masse, des crimes massifs contre l'humanité africaine. La présence française l'a été. Emmanuel Macron, en 2017, a reconnu en Algérie que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est lui-même qui a reconnu ça. La présence russe n'est pas néocoloniale parce que les Africains vont chercher des alliances avec la Russie, justement pour se libérer du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et oriental. Voilà la réalité. Pourquoi vous voulez donc que les Africains mettent la présence russe et la présence française sur le même pied d'égalité? C'est ce que rappelle, ce sont des éléments, ces choses éléments. Alors bien sûr, on entend l'argument. Oh mais, qu'est-ce que la Russie est en train de faire en Ukraine? C'est du colonialisme. L'Ukraine, c'est pas l'Afrique. L'Ukraine, c'est pas l'Afrique. Laissons même le débat sur l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est pas l'Afrique. Les Africains font la politique de leur histoire.
Est-ce aux Africains de défendre les Ukrainiens? C'est le problème des Africains. Le problème qui est entre les Russes et les Ukrainiens, c'est le problème des Africains. C'est les Africains qui ont provoqué la guerre russo-ukrainienne. Mais pourquoi voulez-vous que les Africains jugent de la Russie en fonction de l'action de la Russie en Ukraine et non pas en fonction de l'action de la Russie en Afrique? En tant qu'Africains, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en Afrique d'abord. C'est notre responsabilité première, oui ou non? Et à propos de ce conflit en Ukraine, on est bien au courant que la Russie n'est pas simplement confrontée à l'Ukraine, elle est confrontée à l'OTAN. L'Ukraine est un État proxy, c'est un cheval de Troie de l'OTAN pour imploser la Russie. Voilà, ça c'est aussi la lecture que les Africains ont de ce conflit. Je salue l'ambassadeur Abdoulaye Diop pour ce travail de vérité. Voilà, nous voulons des diplomates qui disent la vérité. Nous voulons des diplomates qui parlent d'une manière claire, comme l'ambassadeur Abdoulaye Diop, comme le Mali parle, comme le Burkina parle, comme le Niger parle. Et pas comme on voit un certain nombre de néo, soi-disant panafricanistes de gauche, qui veulent littéralement mettre sur le même pied d'égalité Senghor et Cheikh Anta Diop. Comme certains veulent mettre sur le même pied d'égalité une puissance qui a été négrière, une puissance qui a été coloniale, qui a commis des actes de barbarie, des massacres de masse, qui a tué des millions de gens, qui n'a toujours rien réparé. Une puissance néocoloniale qui a organisé des guerres, des rébellions, des coups d'État, des déportations d'Africains, qui entasse les Africains dans ces centres de rétention pour les expulser comme de la merde, qui a fait une politique de visa méprisante pour les Africains, traités comme des chiens dans la prairie. Et on veut que les Africains traitent la Russie de la même façon. Est-ce que ça, c'est correct? Que nous ont donc fait les Russes pour que nous les traitions comme nous traitons la politique africaine de la France? Il n'y a pas photo. Et c'est ce que souligne ici ce diplomate. L'Afrique ne veut pas passer du néocolonialisme français au néocolonialisme ou à l'impérialisme russe. Ça n'arrivera pas. L'Afrique ne veut avoir des liens privilégiés qu'avec les puissances qui respectent sa volonté de souveraineté. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. On cherche ceux qui peuvent résoudre pour le moment donné. Oui. Si c'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Bien sûr. Si c'est demain les Turcs qui peuvent... Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes dans ce schéma. Parce que quand le Mali a voulu choisir, on nous a dit que non, vous ne pouvez pas choisir. On dit aux gens non. Comment ça? Tu viens dans ma maison, mais tu me dis que moi, je vais dormir dans telle chambre. Tu chasses ta femme et ton ami, ton voisin ne viendra pas chez toi. Astaghfirullah. On était dans ce type de situation. Quelqu'un dit oui, Kabako. la souveraineté, on en a parlé pendant des années. C'est pas un concept nouveau. Mais c'est pas un concept nouveau parce que l'Afrique francophone n'a pas grandi. Elle est restée adolescente. Tu as vu? Elle n'a jamais été décolonisée. Très bien. Pourquoi on a 6 coups d'État dans des pays francophones et pas dans des pays anglophones? Astaghfirullah. Ça, ce sont des questions de fond Mhm. qu'on doit répondre. C'est pourquoi nos pays en sont. C'est une honte pour nous que 60 ans après les indépendances, on parle même de souveraineté. Parce qu'on ne l'a pas. Ni Voilà. monétaire, ni économique, ni politique. Astaghfirullah. Donc je crois que ça, il faut vraiment intégrer ces éléments dans l'élément. Je crois que tu as parlé aussi de crédibilité, c'est ça. C'est ça. Quand on dit au pays démocratie, ceci, mais nous voulons tous la démocratie. Le Mali a été un modèle de démocratie avant de tomber là où nous sommes tombés. Mais il faut aussi regarder les choses dans l'ordre. Mais vous disiez, bon, les pays où il y a eu le coup d'État, on parle de qui? On parle de Niger, du Mali et du Burkina comme s'il y a eu des coups d'État que chez nous. Mais les autres là, il s'est passé quoi? Ah bon? Pourquoi personne ne s'interroge? Pourquoi personne ne s'interroge de l'absence d'élection en Ukraine? Pourquoi? Ah. Gagner de l'argent tous les mois Ah. avec les appartements des autres, C'est possible grâce au concept de la conscience. Continuez. Grande question encore. Bon, on pose la question. Le ministre Abdoulaye Diop a pris l'exemple de l'Ukraine où il n'y a pas d'élection et il n'y a aucune pression. Au contraire, on leur envoie des milliards de dollars pour continuer à faire leur guerre. Et pourquoi on n'insiste pas que Zelensky n'est pas légitime et qu'il dégage et que, bon, on impose des élections à la va-vite en Ukraine? Pourquoi? Mais enfin, quand même, il y a eu coup d'État au Tchad. Est-ce qu'on a imposé au Tchad les mêmes sanctions qu'on a imposées au Mali, au Burkina ou au Niger? Il y a eu coup d'État au Gabon. C'est pas le putschiste du Gabon là qui était embrassé l'autre jour, capoté, comme le dit si bien le Premier ministre Choguel Kokra Maïga à Paris. Il y a eu coup d'État là-bas. Et puis tous les coups d'État civils qui ont lieu en Afrique francophone, entre guillemets. Les coups d'État de Biya au Cameroun, depuis 40 ans.
Mais il a reçu régulièrement des félicitations du président français après des élections truquées, tripatouillées, volées, violées, des constitutions piétinées. Les coups d'état civils des Bongo au Gabon, les coups d'état civils de Sassou au Congo-Brazzaville. Ils reçoivent des lettres de félicitations. Au Togo, ils reçoivent des lettres de félicitations. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont arrivés depuis 2005, Faure Gnassingbé, par coup d'état. Ouattara Draman, champion des coups d'état, il veut faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Il a reçu des félicitations pour tous les actes criminels qu'il a posés en Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Macky Sall met le Sénégal à feu et à sang. Il a été condamné par qui? Les enfants des gens qui ont été tués là. Il s'en sort tranquille et assis à Marrakech en train de manger des dattes sèches. Il a été couvert par les mêmes. Mais pourquoi cet acharnement? C'est le refus de la souveraineté africaine qui caractérise cette politique néocoloniale. Allez-y, monsieur le ministre. 2 poids, 2 mesures. Oui, c'est ça. Donc, papa. je vais revenir un peu, tu as raison, l'industrialisation, la transformation, c'est la clé. Même nous, tout ce qu'on est en train de faire sur la sécurité, ça sera nul si on ne répond pas aux attentes de cette jeunesse, les emplois, les transformations qu'il faut. Je n'ai pas le temps de développer par rapport à ça. Aurélien l'a dit, si on veut parler encore de double standard, je l'ai dit encore au déjeuner avec les gens, j'ai dit, mais on a des organisations où, quand les chefs d'État sont assis, on ne leur dit rien. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand il y a un nouveau qui a fait un coup d'État, on s'abat sur lui avec toutes les armes. Mais ceux qui sont là souvent aussi, qui créent des conditions pour qu'il y ait même des coups d'État et des troubles chez eux. Mais il faut que les chefs d'État qui sont en face de leur père aient le courage, souvent, de leur parler, parce qu'on ferme les yeux jusqu'à ce qu'un militaire vienne tomber dans la sauce, et puis on se réveille subitement. De qui parle-t-il là, l'ambassadeur Abdoulaye Diop? Il parle des putschistes civils, Alassane Draman Ouattara, Faure Gnassingbé, Macky Sall, Paul Biya, Sassou Nguesso Denis. D'ailleurs, lui, c'est un ancien militaire. Le comportement même de Talon actuellement, c'est un comportement d'un putschiste civil. C'est des gens qui n'ont pas été régulièrement élus. Ils n'ont pas été régulièrement élus. Tous les gens comme Mbalo, qui tripatouillent tout. Bon, ces gens-là sont assis dans les instances de la CEDEAO, etc., de l'Union africaine. Même Azoumani, le putschiste militaire des Comores, lui aussi donne des leçons à l'international à des gens, alors que les Comores sont un état de non-droit total. Tous ces gens-là, personne n'a le courage de leur dire, mais les principes que vous opposez aux nouveaux dirigeants ouest-africains du Mali, du Burkina, du Niger, mais essayez de vous les appliquer vous-même un temps soit peu. Personne ne leur dit ça. Et vous pensez être crédible, et vous pensez impressionner qui? Allez-y, monsieur le ministre. Donc c'est ça le problème. Donc il y a des coups d'État aussi institutionnels. Il l'a dit, il ne faut pas avoir peur du mot. Oui. Donc d'autres font avec les armes, d'autres sont très rodés dans d'autres types de façons de faire. C'est le chameau. Les deux conduisent souvent au même type de problème. Donc il faut qu'on ait le courage de regarder ces questions. Et je pense qu'il faut aussi écouter la jeunesse, il l'a dit. L'Afrique est en train de changer, même pour nous dirigeants. Je crois que la vitesse de transformation de notre jeunesse, nous n'en mesurons pas les conséquences. Vous allez voir. Et la jeunesse, certains disent que c'est une bombe à retardement. Non, non, la bombe est déjà partie il y a longtemps. La preuve, si vous voyez si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, elle va s'occuper de nous. Elle est en train de le faire. Dans les groupes terroristes, qui ce sont les jeunes. Les présidents qui sont renversés, qui sont devant, ce sont les jeunes. Les routes de la migration, ce sont les jeunes. Donc ne considère pas que les jeunes, c'est un problème de demain. Il est déjà enclenché et on va en subir les conséquences. Un bon exemple de ce que vient de dire le ministre à propos de la jeunesse, c'est ce qui arrive à Ruto William. William Ruto pensait qu'il a été élu président du Kenya, il peut faire ce qu'il veut. Vous avez vu ce que les jeunes Kenyans lui ont montré? Ils lui ont montré qu'il y a des peuples avec lesquels on ne joue pas comme ça. Les jeunes Kenyans ont rugi. Ils se sont rassemblés comme le mont Kilimandjaro et ils ont foncé sur Ruto. Vous avez vu? En moins d'une semaine, ils l'ont fait reculer. Renoncer à sa loi inique, scélérate, qui avait pour but d'appauvrir davantage les plus pauvres et d'enrichir davantage les plus riches. Et vous allez avoir des phénomènes comme ceux du Kenya qui vont se répandre sur tout le continent. Les jeunes sont en train de regarder sur les réseaux sociaux, de regarder à la télé les méthodes employées par leurs frères, leurs compagnons de génération, partout sur le continent pour se libérer. Ces méthodes vont se généraliser. Les dirigeants qui ne servent pas les intérêts des peuples seront balayés.
Ils seront balayés au Cameroun, balayés au Congo, balayés au Gabon, balayés partout. Ils seront balayés en Côte d'Ivoire, balayés au Bénin. Tous les dirigeants, au Togo, si vous n'écoutez pas les jeunes, vous serez balayés. Il y a des dirigeants qui font comme si ça ne les concerne pas, ça se passe ailleurs, ça va se passer chez vous. Vous croyez que vous serez président à vie, ministre à vie. Ce n'est pas dans l'Afrique du 21e siècle, c'est terminé. Allez-y, monsieur le ministre. Un peu partout. Et aussi, l'opposition CEDEAO-AES. Je pense que c'est une création. Moi, je trouve même que c'est une création de certains responsables de la CEDEAO. Parce que quand nous, on a créé l'Alliance des États du Sahel, la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023, vous allez lire le préambule. Il réitère l'attachement des 3 pays à la charte des Nations Unies, à l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité de la CEDEAO. Pourtant, les 2 sommets de la CEDEAO qui ont suivi, ils ont dit non, ces gens, ils veulent casser l'intégration, ils ne veulent pas de ceci, ils ne veulent pas de cela, c'est une organisation fantôme. Donc, on a créé un antagonisme qui n'avait pas lieu d'être. Parce que pour des pays qui veulent casser l'intégration, on n'avait pas besoin de citer la CEDEAO, on allait juste prendre notre... Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui a été fait et qui nous a amené un peu dans des erreurs jusque là où nous en sommes aujourd'hui. Les sanctions aussi, il faut... Alors, moi, sur ce point-là, je n'ai pas exactement le même point de vue que le ministre Abdoulaye Diop. L'antagonisme n'a pas été créé de manière artificielle. C'est un antagonisme qui renvoie à une contradiction fondamentale. L'Alliance des États du Sahel est au service des peuples africains du Sahel. Alors que la CEDEAO est une organisation de chefs d'État au service des intérêts étrangers à l'Afrique. Il s'ensuit que la CEDEAO ne pouvait pas voir d'un bon œil la naissance d'une organisation sous-régionale au service des peuples. Parce que la CEDEAO n'est pas au service des peuples. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, on a incanté, on a prié sur la CEDEAO. On a même voulu exorciser la CEDEAO en disant il faut que vous deveniez une CEDEAO des peuples. Au lieu d'être une CEDEAO des chefs d'État, devenez une CEDEAO des peuples. Oh, pardon, ça n'a rien changé. Vous pouvez prier sur la CEDEAO, vous pouvez verser l'eau bénite, vous pouvez mettre des doigts sur la CEDEAO toute la nuit. Vous pouvez invoquer tous les saints de la terre, du ciel, ceux qui sont sous la mer. La CEDEAO ne changera pas de nature, c'est une organisation néocoloniale. J'invoque ici, en particulier, l'analyse qu'en a donnée le président nigérien Abdourahmane Tiani. Il a attiré, mon attention sur un texte qui est souvent négligé par beaucoup de personnes. C'est la déclaration de principe, le protocole de principe de 1991, par lequel, sous l'incitation des néocolons français et des impérialistes de l'OTAN, la CEDEAO se muait en d'organisation de coopération économique en une organisation d'ingérence politique dans les affaires des États de l'Union. Cherchez la déclaration de principe de 1991. Le président Tiani a attiré notre attention sur ce texte. Quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que c'est par ce texte qu'on s'est mis à utiliser la CEDEAO, justement comme un moyen pour soumettre à nouveau les Africains. Le détournement politique, impérialiste et néocolonialiste de la CEDEAO est dans la fameuse déclaration de principe, qui, en réalité, autorisait déjà le principe d'ingérence dans les affaires souveraines des États et qui était littéralement le loup dans la bergerie. Donc, moi, je ne partage pas l'idée que l'opposition entre l'AES et la CEDEAO a été artificiellement créée. J'affirme, à contrario de mon frère et ami, le ministre Abdoulaye Diop, que c'est une opposition fondamentale. Monsieur le ministre, cher frère, les dirigeants de la CEDEAO, là, leur objectif, c'est de vous tuer. Je recommence une deuxième fois. Les dirigeants de la CEDEAO ont pour objectif de tuer les dirigeants de l'AES. Alors que les dirigeants de l'AES, eux, veulent servir les peuples africains, les dirigeants de la CEDEAO, leur objectif, c'est la mort de tous les dirigeants de l'AES, et si possible de tous leurs ministres. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un désaccord superficiel. Ils sont au service des intérêts étrangers. Vous êtes au service des intérêts nationaux. Donc, il y a antagonisme. C'est à cause de cela. Bientôt, je crois que quelqu'un en a parlé ici. Bientôt, vous allez mettre en place une monnaie au service des peuples. Eux, ils sont dans des monnaies, et notamment la fameuse monnaie néocoloniale, franc CFA, ils sont dans une monnaie au service des puissances étrangères. Donc, il y a une contradiction. C'est une contradiction mortelle entre vous. Ne prenez pas ça à la légère. Si la CEDEAO a attaqué l'AES, c'est parce que la CEDEAO a bien compris que l'AES voulait servir les peuples, alors que elle, la CEDEAO, sert les intérêts étrangers, les intérêts non africains. Écrivez ça. Je ne crois pas que ce soit une opposition artificielle. C'est une opposition fondamentale.
Et qu'on ne commette pas l'erreur dans l'AES de penser que les gens de la CEDEAO, ils sont en train de pinailler. Non, ils cherchent comment vous tuer. Et ils n'hésiteront pas à le faire. Parce que c'est cela la fonction des nègres de maison, des bounties. C'est ça la fonction des vassaux, des valets, depuis la nuit des temps de souffrance de l'Afrique. Ne vous y trompez pas, monsieur le ministre. Ce ne sont pas vos amis, ces gens de la CEDEAO. Ce ne sont pas vos amis. Hein. Vous les prenez pour des amis et frères. Eux, ils ont décrété que vous êtes un ennemi. Et ils vous traiteront comme tel. Ne vous y trompez pas. Pourquoi les sanctions n'ont pas marché? Ça n'a pas marché parce que l'objectif des sanctions dures qu'on a vues, fermeture des frontières, des banques, etc., et privation des denrées de première, l'objectif c'était de faire tomber les nouveaux régimes en faisant de la population des boucliers humains que la population va descendre dans la rue. Je connais des chefs d'État qui ont dit dans les sommets que vous mettez une sanction comme on a fait au Niger, vous donne ces 2 semaines maximum, ça va s'écrouler. Je m'arrête là. Donc, vous voyez ce que vient de dire le ministre Diop. Ça confirme mon analyse, non? Pourquoi ont-ils sanctionné le Mali, le Burkina, le Niger? Pourquoi? Mais pour faire tomber le régime. Donc, ce n'est pas une opposition artificielle. Ils ne sont pas contre l'AES pour s'amuser. C'est pour que vous tombiez. Monsieur le ministre, c'est pour que le président Assimi Goïta, tous les membres du gouvernement malien, soient chassés du pouvoir et tués, si possible. Que vous soyez tués. C'est pour ça qu'ils ont mis en place des sanctions. Parce qu'ils voulaient qu'une partie du peuple malien, de l'armée malienne, se révolte contre vous et vous élimine. La méthode qu'ils ont utilisée contre Sankara, là, c'est ça qu'ils veulent utiliser contre vous. Contre le président Ibrahim Traoré. Vous pensez que les tentatives de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré, c'est pour le caresser? Lui, ils ne veulent même pas l'envoyer en exil, parce que Damiba, ils l'ont envoyé en exil, parce que Damiba, c'était leur type. Ceux qui sont opposés à eux, ils veulent les tuer en même temps. Et voilà ce que vient de dire le ministre Abdoulaye Diop. Lui-même lui dit, toutes ces sanctions-là avaient pour but de faire tomber nos régimes. Alors, monsieur le ministre, si leur but, c'est de faire tomber vos régimes, en quoi pouvez-vous penser que c'est artificiellement qu'on oppose la CEDEAO à l'AES? Non, ce n'est pas artificiel. C'est une bataille. C'est un combat de titans. C'est une bataille fondamentale de l'Afrique contemporaine. C'est un moment clé de notre histoire qui se déroule. La preuve, ils veulent votre peau. Et ce n'est pas une métaphore, ils veulent votre vraie peau. Hein. La peau là, ça là, ils veulent ça. Ça ne s'est pas produit. Donc moi je pense qu'il faut, quelqu'un l'a dit, sanction aussi ne veut pas dire ostracisme. Quand on sanctionne, il faut un engagement. On peut être exclu d'une organisation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler à ceci. Notamment le secrétariat de nos organisations, le secrétariat de la Commission de l'Union africaine, le secrétariat de la Commission de la CEDEAO, même l'UEMOA. L'UEMOA, ce n'est pas un secret. Moi, j'ai vu le président de la commission de l'UEMOA n'a jamais voulu rendre visite au Mali en disant que nous, il n'a pas reçu d'autorisation pour le faire. Mais quand on est même suspendu, toi, tu es secrétaire. Parce que quand on est suspendu, je vous dis, on est obligé de payer nos cotisations. Donc, ça veut dire que le président de la commission, je le paye. Il est obligé de venir au Mali, de regarder c'est quoi la situation. Alors, qui est-ce qui ne lui a pas donné l'autorisation au président de l'UEMOA pour venir au Mali? Le secrétaire général de l'UEMOA. Alors qu'ils ont l'argent des Maliens, ils ne viennent pas au Mali. Ils ne rendent pas compte aux Maliens. Qui leur a interdit de le faire? Alors que ce sont les plus hautes autorités de l'UEMOA. Mais ce sont les néocolons français. Ce sont les impérialistes de l'OTAN. Oui ou non? Alors, et vous pensez que les Africains doivent rester dans des organisations comme ça? C'est juste aberrant. Continuez, monsieur le ministre. C'est très succulent ce que vous nous dites. Donc, je pense que toute cette série d'erreurs doivent pouvoir être évitées de mon point de vue. Notre sœur journaliste de Africa, il a dit l'accès à la mer. Vous savez, l'accès à la mer n'est pas une condamnation à mort. L'enclavement. La Suisse est un pays enclavé. Deuxièmement, nos pays... Alerte rouge. Moustique tigre. 75 départements sont en alerte. Ont vécu des années après les indépendances, avant la création de ces organisations. Nous avons des modalités. Nous avons même des modalités bien avant ça. Ouais. Donc, quels que soient les cas de figure, je crois que ce soit sur le plan bilatéral, que ce soit entre l'AES et la CEDEAO, on va devoir trouver des modalités de vie. C'est ce que j'appelle des modalités de vivre en commun. Comment les gens vont aller venir, comment on va sécuriser, comment on va se marier, comment on va faire ceci, ça. Donc, je pense que ça, on ne peut pas nous faire peur avec ça. Mm-hmm. Deuxième élément. Si un pays côtier peut te taper la poitrine, c'est parce que tu as des pays enclavés en face qui sont tes clients.
Parce qu'autrefois, nous, on pensait que c'est le Mali qui dépendait des pays côtiers, mais aujourd'hui, tous les pays où il y a des ports, ils sont tous à Bamako représentés en compétition. Je m'arrête là pour insister sur les deux arguments de monsieur le ministre, mon cher frère. Premièrement, mais la CEDEAO, si elle continue à exister, si elle ne disparaît pas, est seulement obligée de coopérer avec l'AES. Il y aura donc progressivement des traités de coopération entre l'AES et la CEDEAO. C'est ce que font des pays qui ont des organisations différentes, mais qui sont voisins. Premier point. Les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens, les Sénégalais qui sont mariés vont quand même pas divorcer parce que le Mali, le Burkina et le Niger sont sortis de la CEDEAO. La vie va continuer. Les enfants sont nés, les petits-enfants sont nés. Les entreprises qui opèrent partout à travers ces pays vont continuer à fonctionner. Il va simplement falloir faire une harmonisation consensuelle des règles de coopération. Et la vie va continuer. Mais le deuxième argument est très intéressant. Quand vous êtes un pays côtier, mais qu'est-ce qui vous permet d'augmenter justement vos recettes douanières? C'est le fait que vous êtes le chemin de passage de l'exportation des pays non côtiers, les pays enclavés, et vous êtes aussi le chemin de passage de leurs importations. C'est là la source. C'est ce qui vous apporte le plus. Parce que si vous n'avez que vos importations, vos exportations à vous, vous gagnez moins. Alors que si vous avez vos propres importations et exportations, vous, le pays côtier, en plus des importations et exportations des pays enclavés, mais vous avez donc un chiffre d'affaires plus important et des bénéfices plus importants. C'est ce que Talon n'a pas compris. Alors qu'il est homme d'affaires, bien sûr. C'est un homme d'affaires qui a été financé par le détournement massif des budgets publics béninois. Je comprends pourquoi il s'en fout de perdre. Ce n'est pas son argent. À l'origine, ce n'est pas son argent. Talon était un milliardaire administratif qui a été fabriqué par l'État béninois. Donc, il n'a aucun sens de la précarité, en effet, du chiffre d'affaires. Voilà pourquoi il a détruit le port de Cotonou en fermant les vannes du pétrole nigérien et en offrant le Bénin comme territoire de troupes hostiles au Niger. Mais l'ambassadeur Abdoulaye Diop nous rappelle une chose élémentaire. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo, tous ces pays qui ont des ports sur les côtes, la Mauritanie, le Sénégal, tous ces pays-là, en fait, leur chiffre d'affaires est meilleur quand ils sont les chemins de transit des pays de l'Interland. Donc, en fait, ils ont tous intérêt à ce qu'on passe par leur port. Sinon, ils n'augmentent pas leurs recettes. Et quand ils n'augmentent pas leurs recettes, en effet, ils ont des pertes comparatives. Oui ou non? Donc, en fait, le pays non côtier tient par sa barbichette le pays côtier, tout comme le pays côtier peut tenir par sa barbichette le pays non côtier. Le problème, c'est que tous les pays côtiers n'ont pas la même politique de sanction. Tu ne veux pas que je passe par ton port, je passe par le port de quelqu'un d'autre qui se précipite pour m'accepter. C'est ce qui s'est passé, non? Le Bénin ne veut pas que le Niger passe par son port pour ses marchandises. Le Niger passe par le Togo. Le Togo s'est précipité pour prendre ce que le Bénin offrait. À un moment donné, le Sénégal ne voulait pas que le Mali passe par le port de Dakar. Mais la Guinée a dit, mais on est là, passez ici. Voici le pétrole. Talon fait des problèmes pour le pétrole nigérien. Voici le Niger qui est déjà en train de s'entendre avec le Tchad pour passer par le pipeline tchadien, aller sortir au port de Kribi. Les Camerounais se précipitent pour dire venez, mais les Nigériens, on vous attendait. On est le continent, on vous attendait. Venez, dis donc, venez, merci Talon. Ouais, Talon, vraiment, tu es gentil. Tu es trop gentil. Donc, en fait, qui perd dans cette affaire? Toi qui as un port et qui as intérêt à valoriser ton port, en ayant le maximum de clients parmi les pays de l'intérieur et qui refuse de valoriser ton port pour faire plaisir à des néocolons français, à des impérialistes occidentaux. Qui perd? C'est toi. Monsieur le ministre, allez-y. Ce que vous dites là est tellement bon pour nous. C'est un discours thérapeutique, monsieur le ministre. S'il vous plaît, continuez. Abdoulaye Lavrov. Parce que je peux décider d'utiliser Cotonou. Si Cotonou me fatigue, je vais aller à Dakar. Il me faut donc... Moi, je pense qu'il faut enclaver aussi bon. C'est une contrainte physique, mais ce n'est pas une condamnation à mort. Les pays qui ont investi des milliards de dollars, qui se sont endettés pour renforcer les capacités de leur port, mais sinon, on n'utilise pas leur port, ils vont aller où? Ils vont aller où? Donc, quelque part, on va devoir s'asseoir avec lucidité
pragmatisme, Oui. et trouver des solutions. C'est tout. Donc moi, je crois que ceux qui disent aussi qu'on va venir... Quelqu'un laisse, quelqu'un prend ça, donc. Nous, je vrai. pense que notre président était très clair l'autre jour. Il a dit que nous, on a pris un chemin de non-retour. Il faut que les gens intègrent. Mais je crois que les gens ne prennent pas encore au sérieux. Il faut qu'ils le fassent. Oh! Mais posez-vous la question. Et s'ils ne reviennent pas? Quelle est la réponse? Donc, je crois que prenons les deux options et disons-nous, on est tous des hommes politiques. Je crois que toutes les options peuvent être possibles, mais posons-nous aussi l'autre. D'ailleurs, je pense que notre frère du Maroc l'a indiqué, que bon, il y a d'autres initiatives qui viennent. Le Maroc a mis en place cette initiative royale. Ça veut dire qu'on a la CEDEAO, on a d'autres mécanismes. C'est intéressant, vous savez, parce que l'évocation du Maroc est une manière de répondre à l'Algérie. L'Algérie qui héberge les terroristes d'Al-Qaïda, dont le fameux Iyad Ag-Ghali, l'homme qui va bientôt mourir pour une 15e fois. Puisqu'on lui a lancé un mandat d'arrêt international, bientôt on va nous dire qu'il est encore mort. Même Jésus n'a pas fait ça. Jésus a ressuscité une fois, après il a disparu. Mais Iyad, Iyad, il fait partie de la même génération que Ouattara. Les gens qui sont nés 3 fois. Iyad, lui, ça fait au moins la 10e mort. RFI, France 24, le hibou de Dakar, Serge Daniel, le nouveau porte-parole des terroristes, Wassim Nasr, ils ont déjà organisé la mort d'Iyad Ag-Ghali au moins 10 fois. Non, mais Iyad, vraiment, comme on dit chez moi, en pays bamileke, je lui donne les mains. Iyad, je te donne les mains. Un seul type, déjà 10 morts officiellement annoncés, et 10 résurrections. J'ai compté, hein. Le monsieur a été annoncé mort 10 fois. Par les médias de ses patrons. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, ils ont annoncé que Iyad Ag-Ghali est recherché par la Cour pénale internationale. Je vous ai expliqué que cette annonce a pour but de préparer les esprits à des mandats d'arrêt internationaux lancés contre les dirigeants qui ne font pas les 4 volontés de l'Occident. Ça, je vous ai expliqué, non? En attendant, vous allez commencer à entendre Iyad Ag-Ghali mort, Iyad Ag-Ghali retrouvé mort. Iyad Ag-Ghali, c'est formel. Cette fois-ci, il n'est plus vivant. En fait, on va lui trouver une villa avec piscine, tout ce qu'il faut dedans. On lui donne tout ce qu'il faut. Il va rester là-dedans pendant 1 ou 2 ans sans apparaître dans quoi que ce soit. Et puis, quand on l'oublie, on dit Iyad Ag-Ghali réapparaît en Mauritanie. Iyad Ag-Ghali revu dans le sud de l'Algérie. Les mêmes qui ont dit qu'il est mort. Alors, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, qui est un diplomate très subtil, répond indirectement à l'Algérie. Il dit, mais vous ne voulez pas avoir de bonnes relations avec nous. Nous, on sait que, comme vous ne voulez pas avoir de bonnes relations avec nous, mais on va avoir de bonnes relations avec le Maroc. Or, qui connaît la mentalité diplomatique algérienne? C'est que, quand vous citez le nom du Maroc, dans le domaine politique, et que les autorités algériennes entendent, Astaghfirullah, c'est une transe. Je n'ai jamais vu 2 pays arabes, des pays frères, des pays unis par la langue, par le sang, par l'histoire, mais dont les dirigeants se détestent à ce point. Je dis que si vous voulez énerver en général un Algérien, s'il est politisé, il faut parler du Maroc. Il faut même donner l'impression que vous avez des amis marocains que vous aimez plus qu'eux. C'est fini. L'amitié est gâtée. Combien de fois en politique? Donc, Abdoulaye Diop dit, bon, les Algériens, ils hébergent les terroristes. Ils ont donné des bases arrière aux gens qui occupaient Kidal, aux criminels qui occupaient Kidal. Bon, donc, nous, on va quand même discuter avec le roi. Ouh, tu vas entendre à Alger. On ne va jamais accepter ça. Il va payer. Mais les Maliens s'en foutent de ça. Les Maliens s'en foutent de ça. À la tête du Mali, il y a des hommes qui font la politique des intérêts du Mali. Vous trouvez que c'est dans votre intérêt d'héberger les terroristes d'Al-Qaïda. D'accord? Le Mali trouve que c'est son intérêt de s'entendre avec ceux qui n'hébergent pas les terroristes d'Al-Qaïda. Voilà! C'est ça la politique internationale. Assumez pleinement. Monsieur le ministre, continuez, c'est du miel dans nos oreilles. Continuez. Continuez, pardon. On a d'autres offres. Oui, on a d'autres offres. Comme pour les partenariats, là. Je crois qu'il y a plusieurs offres. Hein, que personne n'ait l'arrogance de penser que je suis la seule voix. Et après tout, nous sommes des pays qui ont existé avant ces organisations. Très bien. Et donc, je pense qu'il faut que nous intégrions vraiment ces éléments. Oui. Madame clair. la journaliste qui est au fond, je pense que je ne vais peut-être pas vous répondre parce que le frère qui est là, qui parle au nom de la société civile, a certainement pris en charge une bonne partie de la question. Mais souvent, on peut juste vous demander où est-ce que vous étiez quand les Maliens mouraient par centaines de milliers à Tombouctou, à Gao, à Kidal,
et dans la région de Mopti, Ouais. personne ne leur venait au secours. Vous étiez où? Est-ce que vous êtes interrogé comment ces gens mouraient? Ah, moi j'étais là-bas. Est-ce que ces grandes organisations se sont occupées de ça? Donc je pense que nous considérons que nous passons des difficultés. Personne n'a dit qu'on veut installer des dictatures militaires, etc. Mais on a dit qu'on est en train de construire un État, de créer des conditions pour un retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Mais on est dans un contexte aussi géopolitique extrêmement tendu où des forces travaillent au quotidien pour nous renverser, pour créer des problèmes dans nos pays, y compris en utilisant la presse, la société civile. Au quotidien, le Mali est en train de démontrer des tentatives de déstabilisation. C'est quotidien. En effet, monsieur le ministre, je ne vous interromps pas, mais c'est pour commenter que c'est ça que le Premier ministre a appelé, pardon, le président du Mali, le président Assimi Goïta, c'est ce qu'il a appelé les trois terrorismes. Le terrorisme médiatique, le terrorisme humanitaire, et puis le terrorisme militaire, le terrorisme organisé. Les trois terrorismes contre le Mali. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Un pays qui est attaqué par ces trois terrorismes est obligé de se sécuriser d'abord. Et puis, nous allons mettre fin à la suprématie intellectuelle du concept de démocratie dans l'espace politique africain. Vous allez garder ça pour l'Europe, si vous y tenez, et j'espère que les 12 rois d'Europe, les 12 monarques d'Europe vont pouvoir s'approprier ce concept et se démettre de leur trône, ici en Europe. Mais la démocratie, ce n'est pas la référence des Africains. Les Africains sont en train de bâtir un état de droit inspiré de leur tradition et de leur expérience. Ça ne va pas s'appeler démocratie. Notre état de droit sera une maatocratie. Il sera inspiré de notre tradition de vérité, justice, solidarité. Écrivez ça. On va enlever le mot démocratie même dans nos affaires. C'est la maat. C'est la Kouroukan-Fougacratie. C'est l'Ubuntu-cratie. C'est la Kemetocratie. C'est l'afrocratie qui va inspirer nos institutions. On va enlever vos concepts. Ce sont nos concepts, extraits de nos langues, qui vont inspirer nos institutions. Ce sont nos traditions, c'est notre vécu qui va inspirer l'état de droit dont nous avons besoin. Attendez, ça vient. La révolution paradigmatique. Écrivez ça. L'Afrique est en marche vers sa révolution paradigmatique. C'est-à-dire que il s'agit pour l'Afrique de se réapproprier sa manière de nommer, de se nommer, sa manière de comprendre, sa manière d'apprendre, sa manière de se faire comprendre. Devenir la maîtresse de son propre discours, de la méthode, comme le dirait le professeur Théophile Obenga. C'est de cela qu'il s'agit. Et je n'invente pas la chose par rapport à ça. Donc, en résumé, vraiment, c'est dire que nous, l'initiative de l'AES, c'est vraiment nous voulons compter sur nous-mêmes pour nous en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de partenariat, mais on est sorti du paradigme où on pensait que c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est X, Y, s'il ne me vient pas en aide, je vais mourir. Mais il faut que nous aussi, on regarde en nous-mêmes quelle est notre valeur. Très bien. Parce qu'on nous a mis dans la tête qu'on est pauvre et nous-mêmes, on est convaincus qu'on est pauvre. Tu as vu, non? Et ceux qui nous disent qu'on est pauvre, ils sont chez nous, même si on les chasse, ils ne vont pas. Ah, c'est parce que nous, on est les plus riches, en fait. Donc, quelque part, il faut que nous-mêmes, on change notre regard sur nous-mêmes. Peut-être qu'on n'a pas tout, mais si on changeait la façon de faire, les règles du jeu, si on arrivait ne serait-ce qu'à transformer certaines choses, mais on peut créer des valeurs, ces valeurs peuvent profiter aussi à d'autres. Donc l'AES, nous voulons pouvoir regarder un peu chez nous. On sait que ça sera dur, très dur. Parce que si tu veux compter sur toi, nos valeurs, et tous les jours, parce que nous avons des anciennes valeurs économiques plus valables que certaines valeurs. Pour juste montrer que l'exemple, l'expérience ne va pas réussir. Bon, moi je parie aussi que c'est à nous. La réussite ou pas de l'AES ou de toute tentative en Afrique, ça tient entre les mains des Africains. Très bien. C'est à nous. Donc, je ne fais pas de promesses aux gens que ça va réussir, ça ne va pas réussir. Il faut gagner. Si on décide qu'il nous faut nous unir, il faut nous réveiller, il nous faut serrer la ceinture, non. Bon, ça va réussir. Mais si on pense que c'est Paris, Washington ou Bruxelles qui va décider de notre sort, bon, naturellement, on peut attendre encore. Voilà. C'est une intervention qui est un monument,
qui est une cathédrale de vérité, qui est une mosquée de pureté d'expression. C'est une intervention qui est un temple, fait verbe. Celle qu'a délivrée au forum de Crans-Montana à Bruxelles, le ministre malien des Affaires étrangères, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Saluons-le. S'il vous plaît, applaudissons-le ensemble. Mettez des applaudissements pour cet homme au service du Mali Koura. Tout ce qu'il a dit n'est pas valable que pour le Mali, c'est valable pour toute l'Afrique. On peut transposer point pour point chacun des énoncés du ministre Abdoulaye Diop à la situation de l'Afrique en lutte pour sa souveraineté, pour sa véritable indépendance. Voilà pourquoi je tenais à commenter phrase par phrase, morceau par morceau, ce chef-d'œuvre architectural de la parole orthogonale. Béni soit-il. Béni soit Abdoulaye Diop. Béni soit Abdoulaye Lavrov. Béni soit-il. Pour ce service qu'il rend à la grande nation africaine du Mali, aux côtés du leader Assimi Goïta et de tous leurs compagnons, des intrépides soldats des FAMA qui ont vaincu ceux que l'ONU, Barkhane, le G5 et consorts n'ont pas été capables de vaincre. Qu'il soit béni et qu'il continue à travailler ainsi pour le peuple africain.